Bonsoir, merci de rester pour cette première soirée en écho, première soirée de la saison 2009 du Tarmac. Pour ceux qui ont l'habitude de ces rencontres, il s'agit d'aller un petit peu dans les marges du spectacle, pas forcément de discuter du spectacle, mais d'aller ailleurs, d'aller voir du côté d'un auteur, du côté d'un livre, du côté d'une problématique. Ce soir, j'ai à mes côtés Christian Troubet, qui est journaliste, qui a travaillé longtemps à la revue Croissance, qui est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine La Vie, et qui est l'auteur de ce livre, donc Les forcenés de l'humanitaire, avec en sous-titre Les leçons de l'Arche de Zoé. Est-ce qu'à votre avis, cette opération, est-ce que ça a été un mal pour un bien? Est-ce que d'une certaine façon, ça a été utile? Totalement inutile, dans le principe même. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles l'opération de l'Arche de Zoé était complètement inutile. C'est qu'au moment où Éric Breteau, avec ses moyens d'amateur, se met en route pour l'Est du Tchad, il y a quand même 10 000 travailleurs humanitaires qui sont au Darfour, vraiment au Darfour, plus ceux qui sont effectivement dans l'Est du Tchad, puisqu'il y a des camps qui sont établis là depuis maintenant 6 ans. Donc les travailleurs humanitaires sont présents. Donc déjà, l'arrivée de l'Arche de Zoé, petite association inconnue, n'a aucune réalité, enfin, n'a aucun intérêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le principe, les principes humanitaires eux-mêmes. Le principe humanitaire de base, lorsque vous venez au secours d'une population, c'est de discuter avec cette population, avec ses responsables, de dire ce que vous venez faire, ce que vous faites. Or, l'Arche de Zoé a été largement bâtie sur le mensonge, puisque l'équipe, le cœur de l'équipe de l'Arche de Zoé, Éric Breteau et Émilie Lelouch et quelques-uns autour, ont menti à leur personnel local. Il y avait à peu près une centaine de Tchadiens qui travaillaient pour l'Arche de Zoé, ont menti et n'ont jamais donné le but final qui était d'exfiltrer les enfants vers la France. Donc déjà inutile d'un point de vue humanitaire, parce que là on était hors déontologie et on était même hors pratique humanitaire. Vous pensez que l'Arche de Zoé, en dehors de l'Afrique subsaharienne francophone, pourrait agir de la même façon, ou est-ce que c'est possible uniquement dans cette Afrique-là? J'ai tendance à penser que oui, l'Arche de Zoé n'a été possible que dans ce cadre en fait du pré-carré des anciennes colonies africaines. C'est pas possible en Afrique lusophone ou anglophone? Ça doit exister peut-être, mais à ce moment-là, avec des ONG portugaises, voilà, ou des ONG anglaises au Nigeria, ça doit exister. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, en plus de l'imagerie de l'humanitaire dont je parlais tout à l'heure, il y a une sorte de persistance rétinienne et culturelle de notre approche de l'Afrique. Et moi qui m'étonne toujours, parce que cette persistance rétinienne, en fait, elle passe de génération en génération. Si vous prenez la presse écrite française, vous allez dans la page qui est réservée à l'Afrique, vous aurez toujours à information égale une demi-page pour une ancienne colonie française africaine, mais vous aurez 5 lignes pour une ancienne colonie portugaise ou une ancienne colonie anglaise. Quels ont été les effets collatéraux, d'une certaine façon, de l'affaire de l'Arche de Zoé en Afrique et auprès des humanitaires, justement? Est-ce qu'il y a eu une leçon? Tout à l'heure, vous disiez pas trop de leçons. Finalement, les gens sont restés un petit peu, pas indifférents, mais c'est passé et on continue comme avant? Ou il y a petits changements? Alors, les leçons. Est-ce que les humanitaires ont tiré les leçons de l'Arche de Zoé? Je ne crois pas. Je parlais tout à l'heure effectivement des grosses ONG. Les grosses ONG ont considéré que finalement cette Arche de Zoé n'était pas dans la même catégorie qu'elle. Microphénomène. Voilà, et donc n'était qu'un microphénomène. Moi, je pense qu'il aurait fallu tirer plus de leçons que ça. C'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. Mon livre, Les forcenés de l'humanitaire, ça renvoie aussi, au-delà des forcenés de l'humanitaire qu'ont été les gens de l'Arche de Zoé, ça renvoie à une notion plus large, qui est cette utilisation de l'humanitaire récurrente dans le domaine de la politique, dans le domaine des rapports Nord-Sud, dans le domaine de l'Afrique, dans le domaine aussi de la santé et du développement. Cette utilisation a quelque chose aussi de forcené. Je pense qu'il faut revenir à un humanitaire beaucoup plus modeste que l'humanitaire des French Doctors, de l'humanitaire sans frontières tel qu'il est devenu aujourd'hui.
Alors, plus de modestie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé aux ONG de se professionnaliser, ce qui était tout à fait légitime. On est loin aujourd'hui, dans les ONG, telles qu'elles sont, de ce qu'étaient les ONG des années 70, où quelques jeunes gens partaient sac à dos pour aller soigner telle ou telle population. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation réelle et nécessaire de ces organisations non gouvernementales d'urgence. Mais aujourd'hui, elles ont des moyens professionnalisés, mais en même temps, elles véhiculent sur le terrain une image qui est une image de riche. Donc, à tous, bonne lecture, et puis nous vous donnons rendez-vous pour le prochain En Écho. Cette fois, ce sera avec l'auteur et dramaturge Sonia Restic, qui présentera ici même son spectacle 14 minutes de danse.